Rebonjour tout le monde, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en rediffusion, mais on est bien là avec Cyril Pedrosa. Bonjour Cyril, Bonjour Lise. comment vas-tu? Mais super bien, super en forme. J'ai lu il y a un mois ton dernier album, le second tome de l'Âge d'Or que tu as co-signé avec Roxane Morey. L'Âge d'Or, c'est quand même des albums qui sont assez mastoc, avec des cases bien fournies, un scénario très réfléchi et tout ça. Comment tu te sens à la sortie de ce second tome? Waouh. Eh bien, je me sens honnêtement un peu rincé parce que le deuxième tome était vachement dense. C'était beaucoup de travail. C'était encore plus de travail que le premier volume. Parce que ce deuxième volume est concentré sur une période de temps plus courte dans le récit et surtout autour quand même d'un univers de bataille, de guerre, de siège, etc. Ce qui fait que c'est vachement. Il y a beaucoup d'éléments graphiques à construire et tout ça, et c'était un travail vraiment intense. Donc, je me sens à la fois un peu fatigué et en même temps content en fait d'avoir clos ce travail et content que les lecteurs puissent enfin découvrir l'intégralité du récit. Parce que quand on l'a écrit avec Roxane Morey, pour nous, c'était pas deux volumes, c'était une seule et même histoire qu'on a dû scinder en deux parties pour des raisons éditoriales. Mais ce qui fait qu'on avait tous les deux hâte, je pense, que les lecteurs puissent vraiment plonger d'un bout à l'autre de l'histoire et être complètement en immersion dans le récit. Donc, voilà, je suis content d'en être à ce moment-là, en fait. Est-ce que c'est un peu comme après avoir couru un marathon? Alors, j'ai jamais couru de marathon, heureusement pour moi, mais je pense, enfin, il y a quelque chose comme, tu dois, je suppose qu'après avoir accompli un exploit sportif de ce type-là, tu es à la fois épuisé physiquement et heureux d'avoir réussi à faire quelque chose. En fait, je pense qu'il y a souvent cette sensation-là à la fin d'un livre. Tu sais, quelle que soit finalement la qualité du livre ou ce que tu peux en penser toi-même personnellement, il y a vraiment une satisfaction à avoir construit quelque chose et de pouvoir le proposer, de pouvoir le partager. Et et puis et aussi quelque chose qui t'échappe ensuite, c'est-à-dire que le livre, moi, ça y est, il est terminé, il m'appartient plus en fait d'une certaine manière, comme il appartient plus à Roxane. Maintenant, il est entre les mains des lecteurs et c'est plaisant ce moment-là. C'est où vraiment ce truc t'échappe et tu le confies à d'autres. Alors, il y a des viewers dans le chat qui n'ont pas forcément lu L'Âge d'Or. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Ok, disons l'histoire générale du récit, c'est l'histoire de la princesse Tilda. On est au Moyen Âge, enfin un Moyen Âge de fantaisie plutôt, mais la princesse Tilda doit monter sur le trône, et puis elle est évincée du pouvoir, condamnée à l'exil, et l'histoire raconte sa reconquête du pouvoir, la découverte de son propre destin, qui va croiser en fait le destin de tout son peuple, qui lui-même est en pleine ébullition et veut remettre complètement en cause, disons, le système dans lequel il vit, qui est un système de privilèges, de soumission à un ordre, etc. Et ils essaient de se libérer de ça. Et il y a ces deux mouvements qui se croisent, et tout ça est relié par un récit mythologique qui s'appelle l'Âge d'Or, et et ce récit va interférer dans le destin de tous les personnages, en fait. Euh, donc on en parlait parce que du coup je t'ai interviewé à l'occasion avec Roxane Morey à l'occasion de la sortie du premier tome. Est-ce que il y avait un message que tu voulais faire passer que vous vouliez faire passer avec cette bande dessinée? Un message, enfin, oui, d'une certaine manière, en fait, ce dont on avait envie de parler, c'était effectivement pas tant au premier degré les aventures de Tilda, de Tancred, de tous ces personnages qu'on voulait faire, mais c'était pour parler d'autre chose et pour parler d'autre chose en particulier, d'une chose en particulier qui est euh, on a besoin d'utopie et continuer d'espérer et d'œuvrer pour que le monde change radicalement nous semble être nécessaire et indispensable. Et on avait envie de dire ça, de faire entendre ce message-là, parce qu'on avait l'impression que c'était difficile de le rendre audible aujourd'hui. Et finalement, raconter cette histoire au Moyen Âge, c'était un moyen, c'était une manière de trouver un angle pour que cette idée qui nous paraissait nous simple, mais difficile à dire, puisse être entendue par le lecteur. Voilà. En fait, c'est un moyen. Le fait de transposer ça dans un récit d'aventure au Moyen Âge, c'est vraiment un moyen de réussir à faire entendre quelque chose. Tilda, est-ce que c'est une anti-héroïne? Ouais, je pense. Enfin, c'est-à-dire que elle a un destin héroïque, dans le sens où c'est un destin singulier qui lui fait vivre des aventures très particulières qui sont pas celles du commun des mortels.
mais c'est pas une héroïne dans le sens où c'est fondamentalement un être humain complexe, traversé de beaucoup de contradictions. Elle a beaucoup de faiblesses, elle a beaucoup de défauts, elle est comme n'importe quel personnage qui serait à sa place devant, disons, la possibilité du pouvoir et de la toute-puissance. Eh ben, elle révèle aussi le pire d'elle-même. Donc c'est pas une héroïne et c'est pas un personnage qui va, disons, qui va sauver les autres. C'est pas un personnage providentiel, mais c'est un personnage qui porte tout le récit. Donc dans ce sens-là, c'est l'héroïne du personnage, mais ce n'est pas, pardon, c'est l'héroïne du récit, mais ce n'est pas une héroïne. C'est vrai que quand on voit le début du tome 1, on comprend qu'on va suivre une princesse qui a perdu son trône. Donc on s'attend à aimer Tilda, et puis il y a plein de moments où elle se comporte super mal et où elle n'est pas forcément dans le camp des gentils. Est-ce que l'idée c'était aussi de prendre un peu au dépourvu le lecteur face à ses attentes et peut-être même ses préjugés? Oui, 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 clairement, on avait envie de jouer avec ça. Alors, on n'avait pas envie de le faire, c'est pas gratuitement, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est parce que c'était juste par rapport au récit et à ce qu'on voulait décrire. Parce que comme, tu sais, c'était la difficulté, c'est qu'il fallait à la fois construire un récit d'aventure et on voulait vraiment que ça le soit. Vraiment jouer avec ces codes-là et essayer de faire en sorte que ce soit divertissant, pas du tout ennuyeux à lire, plaisant. Enfin, tu vois qu'on ait envie de savoir qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe après. On voulait jouer avec ça. Et là, pour pouvoir faire ça, il faut aussi aménager du coup des surprises et prendre le lecteur parfois à contre-pied. Et puis il y avait aussi exactement comme tu sais les deux rênes enfin, tu vois, d'un cheval que tu essaies de diriger, il y avait aussi le rêne de le fond politique qu'on essayait de décrire. Et pour ça aussi, on avait envie et besoin de prendre le lecteur un peu à contre-pied, de contredire peut-être ses espérances. Par exemple, je pense que c'est assez fréquent et répandu cette idée qu'un jour un homme ou une femme providentielle, tu sais, va arriver et va tout résoudre pour nous. Et, et, euh, et on avait vraiment envie de dire le contraire avec Roxane, de dire non, non, c'est pas un homme ou une femme providentielle, c'est des gens ensemble et chacun de sa place, mais ensemble en allant vers un même élan qui réussissent parfois à changer les choses. Et même si effectivement, après, à l'intérieur de ces groupes-là, de ces collectifs, chacun, en fonction de sa place, de son pouvoir, de son charisme, etc., agit évidemment pas avec la même intensité, mais chacun est nécessaire à ça. Voilà. Et on avait envie de décrire ça. C'est pour ça que, effectivement, Tilda, elle est surprenante, mais je pense que d'autres personnages aussi le sont. Il y a des personnages qui se révèlent qu'on pense être extrêmement secondaires et un peu insignifiants et qui se révèlent en fait extrêmement importants dans le récit, dans le tome 2. Enfin, il y a plein de mouvements comme ça. Hmm. Alors, sur sa route, elle va croiser plein de personnalités différentes et puis elle va croiser notamment une communauté de femmes qui vivent en autarcie dans la forêt. Est-ce que l'idée c'était aussi, alors bon, je vais employer du vocabulaire révolutionnaire, est-ce que l'idée c'était aussi de parler de convergence de lutte? Oui, l'idée c'était de parler de ça, bon, modestement, hein, parce qu'évidemment, on rentre jamais dans des discours théoriques dans le livre, jamais. Enfin, on a vraiment essayé d'éviter à tout prix. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de faire en sorte que si on avait une idée à essayer de faire entendre, c'était l'action qui permettait de rendre cette idée compréhensible, accessible, et ce qui permet aussi au lecteur d'être d'accord, pas d'accord. Enfin, chacun est très libre, je crois, enfin, en rentrant dans ce livre, hein. Il suit les aventures des personnages, il n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Euh, et après, par exemple, ce moment de la communauté de femmes, c'était bien sûr, enfin c'était plus un clin d'œil, disons, à la convergence des luttes et à la conflictualité qu'il existe parfois entre différents mouvements d'émancipation. On le connaît, enfin on le voit aujourd'hui, mais c'est pas que d'aujourd'hui. Il y a parfois des tensions entre des mouvements très généraux d'émancipation, qui sont très politiques, on va dire, enfin, purement politiques, et des mouvements d'émancipation comme les mouvements féministes, qui sont aussi évidemment extrêmement politiques, mais enfin, qui abordent la lutte pour l'émancipation, pas tout à fait exactement sous le même angle, sachant qu'en plus, à l'intérieur de ça, il y a plusieurs mouvements, il y a plein de pensées contradictoires, plein de conflits, et c'est normal, c'est très vivant tout ça. Mais sauf que parfois, ça lutte, et que parfois aussi, à l'intérieur de ces mouvements, il y a des oppressions. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas, moi, les hommes de certains partis politiques d'extrême gauche vont avoir tendance peut-être à essayer d'avoir un rapport un peu autoritaire sur certains mouvements féministes, enfin, des choses comme ça. Donc ça nous amusait de remettre ça un petit peu en scène dans le récit. Mais après, le moment de la communauté de femmes, c'est aussi un moyen très concret pour le coup de décrire, ben voilà, qu'est-ce que pour ces personnages-là, dans ce monde-là,
ce serait quoi un monde heureux pour eux, le monde qu'ils souhaiteraient. Et les femmes qui vivent cachées dans la forêt pour se protéger de la fureur des hommes, elles vivent quelque chose qui ressemble vraiment à l'utopie que voudraient vivre tous les gens de cette époque-là, c'est-à-dire un monde harmonieux, paisible, sans guerre, où chacun collabore, partage ses savoirs, ses connaissances, ses biens, ses richesses. Tout le monde participe à tout, il n'y a pas d'autorité, tout est débattu, discuté. Voilà, ça permet de le décrire sans faire de discours. On montre les personnages tels qu'ils le vivent, et c'est l'occasion du coup pour Tilda et ses deux compagnons, Tancred et Berthilde, voilà, de tout à coup découvrir autre chose est possible, concrètement en fait. Voilà, ça servait surtout à ça, je crois. Peut-être à ouvrir les yeux de Tilda aussi, non? À ouvrir les yeux de Tilda. En fait, il y a deux personnages principalement qui sont pour lesquels ce moment du récit est très important. Il y a Tilda, parce qu'effectivement, je crois que c'est ça qui la décide véritablement à assumer ce qu'elle croit être son destin. Elle pense que son destin, c'est de devenir la reine de ce pays pour le changer, mais depuis cette place de reine qui domine le reste de son peuple. Mais c'est comme ça c'est la lecture qu'elle fait de ce moment-là, mais c'est parce qu'elle voit effectivement quand même ces femmes-là agir que ça la décide. Et puis Berthilde, alors lui, sur lui, ça agit, mais vraiment très très fort. Mais sauf que lui, il en tire des conclusions différentes de Tilda. C'est-à-dire que la conclusion qu'il en tire, c'est certes qu'il faut sans aucun doute que tout le peuple, que tout le royaume soit comme cette communauté de femmes, mais en gardant un élément extrêmement important qui est que personne n'a le pouvoir. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, enfin, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans le spoil du récit, mais disons qu'en tout cas dans la première partie de l'histoire du tome 1, disons qu'il y a quand même une rupture entre les deux personnages. Ils prennent des chemins différents alors qu'a priori ils sont animés du même idéal. Donc tout au début, tu me disais que vous aviez enfin, vous vouliez que l'album sorte en un bloc, mais pour des raisons éditoriales, c'était pas possible. Donc ça veut dire que au moment de la sortie du tome 1, la fin du diptyque, elle était déjà écrite. Ouais, tout le récit était écrit. En fait, on avait vraiment. Enfin, on avait tout rédigé, et ce qui fait que même cette espèce de dissymétrie qui existe un petit peu entre les deux volumes, il y a une dissymétrie dans la mesure où, par exemple, le premier volume, il y a un rythme particulier qui est plutôt le rythme d'une épopée, c'est-à-dire que les personnages se déplacent géographiquement, ils traversent le royaume en quelque sorte, et ça se passe sur plusieurs mois sans aucun doute, même si on ne sait pas exactement, mais c'est quelque chose d'assez long et qui est vraiment comme une espèce de mise en marche de tous les personnages. Ça permet de tout poser, de décrire les enjeux, les tensions, et d'introduire tous les éléments mythologiques du récit, etc. Et puis ensuite, le deuxième tome, tout à coup, enfin, entre les deux tomes, il se passe sans doute plusieurs années, il y a une coupure, une ellipse très importante, et le deuxième tome, à l'inverse, il est dans un seul lieu, pendant à peine peut-être une semaine ou 10 jours. Et tout ça, ça s'était déjà écrit et installé à l'écriture, et ça nous plaisait beaucoup d'ailleurs le contraste en fait entre ces deux grandes parties de l'histoire. Et en fait, ce qui fait que quand je me suis rendu compte au moment de commencer à dessiner que ben voilà, qu'on allait avoir un bouquin qui allait faire 400 pages, que ça allait être compliqué, et que j'étais pas certain en plus d'avoir la force de faire ça en une seule fois, on a légèrement modifié de toutes petites choses pour que la césure entre les deux grandes parties marche bien, mais vraiment à la marge. Et surtout, dès que j'ai commencé à dessiner, c'était fait en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais le récit devant moi qui était posé et installé et que j'avais plus qu'à suivre en fait. Et est-ce qu'il n'y a pas des réactions suite à la sortie du tome 1 qui vous ont donné envie de changer des trucs dans le tome 2? Non. Enfin, c'est intéressant parce qu'en fait, les réactions, bon, on a eu de la chance d'abord parce que le livre a été extrêmement bien accueilli et c'est pas le cas tout le temps. Et alors ça te pousse pas à changer des trucs, mais par contre ça te porte. Enfin, il y a quelque chose, tu sais, quand tu sens une attente, mais une attente positive, c'est quand même vachement, c'est chouette. C'est pas tout le temps comme ça. C'est quand même autrement plus difficile d'avancer sur un récit quand tu sais que la première partie a pas très bien accueilli. Là, c'est pas très joyeux, quoi. Alors que là, on était vraiment porté par un élan comme ça. Mais ce que je percevais, alors je sais pas comment Roxane elle a vécu ce moment-là, mais disons, je comprenais très bien pourquoi le tome 1 était perçu d'une certaine manière, mais je voyais bien, enfin, j'avais l'impression qu'il manquait encore beaucoup d'éléments de l'histoire qui allaient sans doute changer la manière dont les lecteurs allaient percevoir l'intégralité du récit. Par exemple, à la sortie du tome 1, on nous a beaucoup parlé de féminisme, vraiment énormément. Euh, alors que L'Âge d'Or n'est pas à proprement parler un récit féministe. Il y a des personnages féministes dans le livre. Enfin, Abigail, qui est la doyenne de la communauté, c'est une féministe, véritablement. Mais le livre en lui-même ne l'est pas. Mais par contre, on nous parlait énormément de ça. Bon, c'était parce que c'était vraiment, on était en plein
dans le climax de MeToo, etc., à ce moment-là, quand le livre est sorti. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça résonnait. Mais c'est marrant parce que je me rappelle très bien que moi, je me disais, je crois qu'on en a quand même parlé un peu avec Roxane à ce moment-là. En fait, bien sûr, le féminisme est présent dans le livre, mais quand même, le véritable sujet, il est encore plus large que ça. C'est-à-dire que le féminisme, d'une certaine manière, on pourrait penser, on pourrait dire presque que c'est une utopie, hein, parce que c'est quand même un combat depuis des milliers d'années qui continue de se mener encore et encore, et c'est quand même essayer de construire un horizon qui, pour l'instant, semble bien loin et bien inatteignable, quoi. Mais là, il était encore plus largement politique que ça, et ça, on avait l'impression que c'était à peine perceptible pour beaucoup de lecteurs, et c'est normal parce qu'en fait, ça n'est perceptible que la lecture de l'intégralité de l'histoire. Mais ça ne nous a pas fait changer quoi que ce soit, en fait, au récit, non. Est-ce que vous pouvez me citer des inspirations que vous avez eues pour l'âge d'or, que ce soit dans la fiction ou dans la vraie vie? Bon, dans la fiction, sur l'écriture pure, on n'en a pas eu beaucoup. Enfin, c'est-à-dire, bon, d'abord parce que on n'avait pas vraiment besoin d'avoir des références très précises pour cette histoire-là. On a fait un tout petit peu de lecture, pour le coup, sur des récits historiques, comme les révoltes paysannes décrites par, enfin, l'histoire de Thomas Munzer, des choses comme ça, mais pour avoir un peu une espèce de tonalité comme ça en tête. Et puis aussi pour s'assurer qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque en plaçant ces enjeux-là à cette époque-là. Voilà, pour se dire, bon, c'est pas dissonant en fait. Et puis après, on avait en tête, disons, pas tellement la littérature fantasy, mais plutôt, disons, cette espèce de patrimoine commun qu'on a globalement sur les contes en général. C'est très présent en fait dans notre culture. C'est partagé un peu par tout le monde. C'est-à-dire que même d'ailleurs, si, je pense que peu de gens ont forcément lu les contes de Perrault, mais tout le monde en a entendu parler. Et c'était à cet univers-là qu'on pensait. Et après, visuellement, et beaucoup d'ailleurs sous l'influence de Roxane, on est allé beaucoup chercher de choses dans l'iconographie médiévale, c'est-à-dire essayer de trouver dans, disons, les tapisseries, les rétables, les vitraux, et un peu dans la peinture pré-Renaissance, des éléments visuels, graphiques, qui allaient permettre de donner à cette histoire, bah, en fait, voilà, son esthétique, et dans laquelle on avait envie qu'il y ait quelque chose qui soit assez chatoyant, comme ça, vraiment. Enfin, tu sais, un peu comme les enluminures dans les riches heures, ce genre de choses, tu sais, où il y a beaucoup de motifs, beaucoup d'entrelacs, de décorations, c'est très, 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 très riche. Et puis aussi de la bizarrerie. On voulait qu'il y ait une forme de bizarrerie qui vienne singulariser graphiquement, esthétiquement l'histoire, pour essayer de rendre palpable le côté magique du récit. Et le côté magique du récit étant complètement lié à l'âge d'or, qui est à la fois un texte, mais qui est aussi un livre dans le récit et qui contient comme ça plein de pouvoirs magiques. Et on voulait que ça développe comme ça, comme plein d'échos un peu étranges à l'intérieur du récit, mais à travers le dessin. Alors, je vais m'éloigner un peu du sujet de l'âge d'or pour te parler de tes autres projets. J'ai vu que tu allais publier un carnet de manifs avec Loïc Sécheresse en janvier, c'est ça? Ouais. Ouais, je suis très content de ça. En fait, c'est parce qu'avec Loïc, bon, d'abord, on se connaît depuis longtemps et on a déjà eu l'occasion, mais depuis pas mal d'années, en fait, de se retrouver parfois, disons, tu sais, en dehors de notre travail d'illustrateur ou d'auteur de bande dessinée, mais on se retrouvait parfois sur des mobilisations politiques, on va dire plutôt, mais on n'était pas les seuls, hein, avec pas mal de copains. Ça, c'était à l'époque où je vivais à Nantes, et il y avait un groupe très, très actif comme ça, d'auteurs qui... Ça a commencé, je crois, beaucoup avec les mobilisations contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, beaucoup, mais pas uniquement, il y avait parfois sur des sujets plus politiques. Et puis, il se trouve qu'au moment du début des Gilets jaunes, comme beaucoup de gens, on avait du mal à comprendre ce que c'était ce mouvement, de quoi il était fait, quel était de l'intérieur en fait. Et c'est là qu'avec Loïc, on s'est dit, bon, bah, on va aller en manif, et puis on va essayer de rencontrer les gens et de parler avec eux et de trouver et d'utiliser l'outil du dessin, en fait, en faisant le portrait des gens comme ça en manifestation, pour recueillir un peu des paroles en fait, et pas parler à la place des gens, et puis le restituer, ensuite le diffuser. Et puis ensuite, on a continué à le faire, et ben, en fait, pendant toute l'année, mais pas uniquement avec les Gilets jaunes. Après, on est allé sur plein de manifs, mais des manifs où on irait d'habitude. Mais là, en se disant, bah, on va y aller, mais avec nos outils à nous, qui sont les dessins. On n'avait pas de but. Le but était simplement d'essayer, avec le médium du dessin, de restituer, disons, tous les mouvements sociaux en fait, qui traversaient le pays. Et puis, je sais pas, au bout de 6 mois, à force de diffuser ça sur les réseaux sociaux, etc.,
il y a un éditeur qui s'appelle Adrien Boss qui travaille aux éditions du Seuil et qui nous a demandé si ça nous intéresserait d'en faire un bouquin. Et en fait, tout de suite, on s'est dit, mais c'est pas du tout prévu, mais oui, bien sûr, c'est très bien, c'est très intéressant. C'est une bonne manière d'essayer de prolonger ce qu'on essaye de faire là, qui est un truc très modeste, hein, qui consiste juste à rendre compte de quelque chose par le dessin et trouver un moyen d'être à la fois dans quelque chose de créatif et politique. Et du coup, ce livre qui sort au mois de janvier contient, je sais pas, il y a 200 pages de dessin. Donc c'est à la fois, ça raconte très très bien, je trouve, ce qui s'est passé pendant un an et qui est quand même, c'est foisonnant. Enfin, la première fois qu'on a rassemblé tous les dessins, qu'on les a posés sur une table, on s'est dit, ouais, il s'est passé tout ça, sachant qu'en plus, il s'est passé bien plus que ça. Nous, on n'était pas là à toutes les manifestations, on n'était pas partout, et des fois, on avait la flemme, voilà, enfin voilà quoi. Et à chaque fois, en plus, même quand on était là, on n'attrapait que de toutes petites choses. Et c'est là on voit bien que ça raconte vraiment une ébullition. Et des mouvements qui ne vont pas dans tous les sens, qui vont, je crois, dans un même sens, même si justement, ils ne sont pas forcément convergents, pas tout le temps. Ils ont du mal parfois à le faire. Mais j'aime bien le fait que tout à coup, avec ce livre, on a un objet qui raconte un petit peu ça. Voilà. Est-ce que tu penses que de dessiner les manifestations, c'est une façon pour toi de contribuer aux mouvements sociaux en tant que dessinateur? Oui, je crois. Je crois que c'est pour ça que je le fais. Alors, dans certaines manifestations, j'y vais vraiment comme. J'y suis allé par. Enfin, bon, cette année, il y en avait beaucoup, hein, vraiment, et j'ai été souvent dans la rue. Un peu moins que Loïc, mais parce que lui, vraiment, il a été vaillant. Il était vraiment quasiment tout le temps dehors. Et parfois, il m'arrivait quand même d'aller en manifestation sans dessiner. Parce que parfois, j'ai une énergie particulière de dessiner en manif. Parce que, si tu veux, tu es en mouvement. Dessiner en marchant, c'est particulier. C'est pas une technique, mais disons, ça demande un petit apprentissage, en fait, et de dessiner des gens en mouvement. Ce qui fait qu'en fait, ça crée une situation de dessin qui est un peu particulière, c'est-à-dire que souvent, le dessin est en fait une superposition de moments différents. Quand tu es à l'intérieur d'un cortège et que tu dessines le cortège, tu dessines un premier personnage, et puis quand tu vas terminer, tu dessines quelqu'un d'autre qui est à côté de toi, mais qui est quelqu'un qui est passé 3 minutes après. Et il y a un effet comme ça de reconstitution. Et donc il faut assumer que c'est complètement subjectif, ça c'est certain, et je l'assume, et dans ce sens-là, c'est pour ça que je pense que c'est un parti pris politique, je l'assume. Après, j'essaye de le faire avec la plus grande honnêteté possible, c'est-à-dire que je ne dessine que ce que je vois, tout le temps. Et même, ça peut arriver que je vois des choses qui me déplaisent et je les dessine. Mais pour moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, en fait, de relier le dessin et la politique. C'est quelque chose que j'arrive pas à faire, enfin que je pourrais plus difficilement faire j'allais dire dans les fictions, en fait c'est pas vrai parce que dans l'âge d'or on le fait, mais dans l'âge d'or on le fait pas avec un objectif politique, alors que quand je suis dans la rue, moi j'ai un objectif politique, enfin comme tous les gens qui sont là, c'est-à-dire que je viens avec, je suis d'accord avec les revendications, je suis là pour les porter. Quand je fais un livre de fiction, pas du tout. Là c'est vraiment, j'essaie de dire quelque chose qui est complètement discutable, on peut contredire absolument, etc. Donc c'est plus ouvert dans les fictions, alors que là dans la rue, avec le dessin, c'est de l'action politique. Donc c'est vrai que de façon plus terre à terre, j'avoue que je me posais un peu la question de comment vous faisiez pour dessiner et être dans la manif en même temps. Donc vous dessinez en marchant. Ouais, bah, littéralement, on dessine en marchant. Alors après, tu sais comment c'est dans des cortèges, il y a des moments d'immobilisation, il y a des moments où tout à coup, ça te laisse speeder. Voilà, tu fais au mieux, tu fais au mieux. Et puis, alors après, au bout d'un moment, je l'ai moins fait parce que là, ça devenait vraiment très compliqué. Mais il y a eu, dans les premiers temps, et en particulier avec les Gilets jaunes, parce que pour nous, c'était vraiment très important. Non seulement on dessinait en marchant, mais en plus, on parlait avec les gens. On leur demandait qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, quelles étaient leurs motivations, et même de raconter un peu de leur histoire, etc. Et donc, après avoir dessiné, on notait tout ça. Et ça, c'est vachement sport. Ça, c'est vrai que je pense même que ça pourrait presque être un métier, presque. Et parce que je dis ça parce qu'au bout d'un moment, j'ai bien vu qu'avec Loïc, on développait un savoir-faire. Mais très bête, enfin, tu sais, ok, pour pouvoir dessiner en marchant, où est-ce que je mets mes outils, comment je tiens mon cahier, enfin, c'est plein de trucs bêtes, mais que tu développes comme ça petit à petit des habiletés. C'est marrant. Il faudrait une ceinture de Batman, mais avec des pinceaux à la place des Ouais, boomerangs. c'est un truc un peu comme ça. C'est un truc un peu comme ça.
Moi, je suis tombée sur un de tes posts de blog sur Mediapart où tu parlais de la fermeture des librairies et de ton point de vue sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton point de vue là-dessus? Oui, oui, je peux en parler. Bon, c'est assez simple en fait dans le fond. C'est-à-dire que j'essayais juste de dire que, euh, comment dire, c'est pas si, en fait justement, c'est pas si simple à dire à voix haute d'une manière simple et précise. C'est pour ça que je l'ai écrit en fait. J'essayais de dire que il est légitime que les libraires et le monde du livre soient inquiets dans cette situation-là et soient mécontents de la manière dont les décisions ont été euh, en fait décidées tout en haut et appliquées en bas sans aucune concertation, sans comment dire, oui, en fait sans démocratie horizontale du tout. Et bien sûr que c'est un problème que les librairies soient fermées, mais j'étais énervé par cette idée que, disons, le livre et ce monde du livre soit sacré et supérieur aux autres. J'essayais de dire par là que, bien sûr, qu'il y a sans aucun doute des gens qui ont été en souffrance, par exemple, de ne pas pouvoir lire de livres ou de ne pas pouvoir aller en librairie, mais on était dans un moment où tout le monde est en souffrance. Pour des gens, pas pouvoir sortir et voir leurs amis, c'est une souffrance immense. Et même pour certains, je suis désolé, pas pouvoir acheter des fringues dans des magasins, c'est une souffrance, ils s'en sont malheureux. Le problème, c'est comment et j'essaie de dire que ce qui manquait terriblement au moment, c'est pas le problème n'était pas tant que les librairies soient fermées, le problème, je trouvais, était que dans un moment de crise sanitaire comme celui-ci, rien n'était décidé collectivement, rien en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'a été envisagé qu'on puisse ensemble décider de comment on allait construire à la fois nos bienveillances réciproques, notre capacité à prendre soin les uns des autres, en étant en même temps, en essayant d'être à l'écoute de ce qui est important pour chacun. Ça n'a jamais été discuté. Et pourtant, c'est 1000 arbitrages. Moi, je n'ai pas d'avis définitif sur ce qu'il fallait faire. Mais je pense qu'il y a 1000 arbitrages, on peut prendre 1000 décisions différentes, et ça n'a jamais été discuté. Et je trouvais que c'était un signe du temps, et c'est même, je pense, un signe de la politique de ce gouvernement en fait. Cette manière de prendre des décisions d'en haut. Hmm. Et puis, il y avait aussi une idée de peut-être mettre des pansements plutôt que d'essayer de penser en profondeur à tous ces problèmes, en fait. Ouais, Genre régler les questions au cas par cas. oui, c'est ça. Et puis vraiment à court terme, en fait, comme ça, être toujours dans l'urgence, tout le temps, tout le temps, tout le Hmm. temps, tout le temps, et jamais essayer d'avoir une vue d'ensemble. C'est pour ça que c'est des questions qui me paraissent nécessiter absolument comment dire, du débat politique, parce qu'en fait, ce qu'il s'agit, j'essaie de dire simplement que cette épidémie qui est là, et qui n'est pas encore partie, et qui reviendra peut-être, et il n'est pas impossible que d'autres épidémies adviennent plus tard, ou que même d'autres crises importantes arrivent pour des raisons environnementales qu'on voit tous, même si on ne sait pas encore quelle forme elles vont prendre, quelles en sont les conséquences réelles. On va au-devant de très grandes difficultés et qui sont des difficultés systémiques véritablement et à laquelle on ne pourra pas répondre, enfin, ou on répondra à mon avis mal, si à aucun moment ça ne fait l'objet d'une construction politique, d'un débat politique. Et je ne crois pas du tout qu'il puisse y avoir forcément consensus là-dessus. Je ne crois pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de tensions et de contradictions et c'est normal. Mais par contre, ces contradictions, elles doivent être élaborées, discutées et résolues démocratiquement parce qu'on a la chance de vivre dans un pays qui reste démocratique, même si en ce moment, on vit des moments où il est assez autoritaire quand même, malgré tout. Du coup, on parlait d'un post que tu as publié sur Mediapart, avoir un blog sur Mediapart, qui est un site très politique. Est-ce que tu n'as pas peur? Alors, c'est une question que sûrement certaines personnes se posent. Est-ce que tu n'as pas peur de t'éloigner de certains lecteurs de cette façon? J'en ai pas peur, mais je pourrais comprendre que ça arrive. Mais simplement, j'ai l'impression. Bon, il y a beaucoup de questions dans cette question-là, en fait. Une des questions, c'est est-ce que, par exemple, ma parole et ma pensée est indispensable? Non, je crois pas du tout. Elle l'est pas. Enfin, je veux dire, je suis pas plus indispensable et ma pensée est pas plus intéressante que quiconque, en fait. Simplement, d'un autre côté, dans des moments comme ceux qu'on traverse, j'ai l'impression que euh, j'ai la possibilité d'utiliser mon capital symbolique qui est celui d'un auteur de bande dessinée et je trouverais dommage de ne pas l'utiliser. Mais je n'oublie jamais qu'il faut que je ne suis que quelqu'un comme tout le monde, enfin que ma voix ne compte dans l'absolu pas plus. Simplement, j'ai la chance d'être entendu plus que d'autres, beaucoup plus que d'autres. Je veux dire, je trouve ça terrible qu'il faille aller dans une manifestation de gilets jaunes et de parler aux gens pour ensuite le restituer pour que d'autres puissent les entendre en fait. Alors que
en fait, il faudrait que naturellement ces gens-là puissent se faire entendre. Alors après, je comprends que ces prises de position-là puissent déplaire à certains de mes lecteurs et que ça leur donne éventuellement envie d'arrêter de me lire, mais je l'assume dans ce cas-là. Mais j'en tire ni fierté ni honte, je veux dire, c'est comme ça. En plus, je pense sincèrement, ceci dit, que je crois que ce que je dis publiquement, politiquement, en fait, on le retrouve dans mes livres. Hein. Enfin, c'est-à-dire que je pense que si vraiment des gens découvrent tout à coup que je pense ça politiquement, c'est qu'il y avait un malentendu dans mes livres, en fait. Alors peut-être que je m'étais mal exprimé dans mes bouquins, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas perçu, mais c'est quand même très présent presque tout le temps, en fait. Je sais plus quand est-ce que c'est arrivé, mais je me souviens que tu avais refusé, enfin que la participation à une résidence d'artiste au Japon, c'est ça? En fait, j'avais postulé à une résidence à la Villa Kuchiyama, qui est un lieu de résidence à Kyoto. Comme la Villa Vénitie, c'est un lieu de résidence à Rome. J'avais postulé pour travailler sur un projet avec un mangaka, un projet qui, comment dire, qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. Mais en fait, cette résidence donc, devait avoir lieu cette année. Et je commençais à me sentir vraiment en tension à l'idée d'être à la fois à l'intérieur d'une institution culturelle portée à la fois par le ministère de la Culture et des Affaires étrangères, et puis dans mon pays, de me sentir en opposition totale avec ce que fait ce gouvernement de manière générale, et donc a fortiori aussi ces deux ministères de tutelle. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas assumer cette contradiction-là. Il faut que je fasse un choix. C'est-à-dire que je ne peux pas être à la fois en résidence à Kyoto, dans les instituts culturels français, un verre de champagne à la main et parler comme ça de oh oui, c'est vrai que ce pays est traversé de contestations sociales, etc. Alors que moi-même, je suis du bon côté et que je profite de cette institution-là, je me dis, enfin, c'est comme ça que je le pense. Hein. C'est pas une règle définitive. Chacun fait comme il le conçoit. Mais moi, j'avais l'impression que, là, que cette contradiction n'était pas tenable et qu'il fallait que je prenne une décision. Donc, j'ai renoncé à la résidence. Et après, je l'ai dit, mais je l'ai dit alors là vraiment pour faire une action politique, c'est-à-dire mais dérisoire. Hein, c'était une action politique minime. Mais c'était l'occasion de dire publiquement, voilà, je renonce à ça, mais ça c'est pas très intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi j'y renonce. J'y renonce parce que je suis en désaccord fondamentalement avec tout ce que fait ce gouvernement. Et là, en l'occurrence, à ce moment-là, c'était en particulier parce que je suis en désaccord avec la manière dont l'ordre public est assuré dans ce pays. Je suis toujours, et je pense que je ne suis pas le seul, extrêmement choqué par l'usage que le pouvoir a des forces de police. Et toutes les séquences sur les violences policières qu'on ont pris une importance massive au moment des Gilets jaunes et qu'on vit encore maintenant et qui n'est toujours pas résolu et qui est quand même quelque chose qui me paraît extrêmement grave. Voilà, c'était quelque chose qui était en tension et c'était l'occasion d'en parler à ce moment-là. Donc, tu as quand même posé ta candidature à la base. Qu'est-ce qui a créé un déclic qui t'a fait dire, finalement non? Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça révèle ses propres contradictions. Je ne me sens pas du tout au-dessus du lot. Je suis à une place, tu sais, où j'ai la chance que mon travail soit assez connu, reconnu. Et donc, je suis quand même, en général, a priori, plutôt du côté des gens qui ont des privilèges, qui ont des situations extrêmement privilégiées. Je suis un bourgeois, je suis un homme blanc, j'ai 50 ans, et pour faire court, je gagne très bien ma vie et mes livres se vendent et les journalistes s'intéressent à mon travail, etc. Donc je suis quand même toujours du bon côté, tout le temps. Et comme je ne suis absolument pas un saint, mais pas du tout, il y a plein de moments où je suis très séduit par tout ça, par tous les avantages que ça m'apporte. Et le travail que j'estime dont j'estime qu'il est le mien, c'est d'essayer d'interroger les avantages dont je jouis et de me dire est-ce qu'ils sont légitimes, est-ce qu'ils sont justes, comment je les utilise, pourquoi faire. Et donc clairement, par exemple, cette résidence, c'était un avantage, alors qui n'est pas réservé qu'à des gens de ma classe, on va dire, hein, parce que les gens qui sont reçus dans cette résidence à la Villa Kojima, c'est assez ouvert. Hein, mais mon profil correspondait vraiment à ce profil-là, et j'étais au départ très heureux de pouvoir de pouvoir passer 3 mois à Kyoto. Moi, j'étais ravi, hein, franchement, je ne vais pas dire le contraire. Évidemment que j'étais très content. Surtout que ça me permettait de passer beaucoup de temps avec ce mangaka pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais je savais très bien, et en plus c'était une forme de reconnaissance de mon travail qui me plaisait beaucoup, voilà, j'étais flatté d'être pris.
Seulement, à un moment donné, ça crée une contradiction. Et cette contradiction, il faut l'assumer. Donc, je peux tout à fait assumer du fait que j'ai été séduit, très heureux d'être pris dans cet endroit-là. Et puis qu'à un moment donné, je me suis posé des questions et que c'est comme ça que je l'ai résolu. Voilà. Mais je pense que tout le monde est traversé par des contradictions comme ça. Hmm. Alors, tu nous parles d'un mystérieux projet avec un mangaka. Il s'est passé quelque chose le mois dernier, puisque Dupuis a annoncé qu'ils allaient collaborer avec des maisons d'édition japonaises. Donc Dupuis, ce sont eux qui publient L'Âge d'Or. Et effectivement, Dupuis va collaborer avec le Japon, Dupuis qui est très franco-belge à la base. Donc ça veut dire de la publication de manga, mais aussi des collaborations entre auteurs français et entre auteurs japonais. Peut-être. Et du coup, est-ce que tu seras concerné par ce nouveau projet? Eh bien, pour tout te dire, je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'en fait, ce nouveau projet sera publié par les éditions Dupuis. Je ne sais pas encore, il est possible que ce soit dans la collection Air Libre, mais peut-être pas, peut-être que ce sera dans une de ces nouvelles collections qui vont naître avec ce nouveau développement éditorial de Dupuis, mais pour lequel, objectivement, en fait, j'ai aucune information. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, en fait, ça fait pas mal d'années que je pense à ce projet. Sauf plus simplement, j'ai pu le mettre en œuvre il y a un an au moment du Festival d'Angoulême parce que ce mangaka était en France. Un indice. Un indice, tada. Euh, et, euh, et par une espèce de, alors que j'y croyais pas du tout, par une espèce d'élan comme ça, je me suis dit bon, bah allez, tant pis, j'y vais, j'essaie de le rencontrer, de lui parler de ce truc-là, et c'était un peu fou. Mais du coup, enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais pas du tout en tête les développements éditoriaux de Dupuis, dont j'ignorais tout en fait. Et voilà, et après, donc j'ai rencontré ce mangaka, on a échangé, et par chance, le projet l'a intéressé, et puis ensuite je suis allé me voir au Japon, on a passé du temps ensemble pour apprendre un peu à se connaître. Enfin voilà, le projet s'est développé par lui-même en fait, sachant que dès le début, moi j'en avais parlé à Dupuis parce que j'avais très envie de travailler avec eux, et en particulier avec José Bocquet, qui est un éditeur que j'aime vraiment beaucoup et avec qui je me sens bien pour travailler et qui m'accompagne depuis longtemps. Ce qui fait qu'après, du coup, bah voilà, j'ai découvert en fait dans la presse les développements éditoriaux Dupuis au Japon. Bah, moi, je suis très content parce que je suis très content qu'il y ait des nouveaux espaces éditoriaux, mais je ne sais pas en quoi ça va avoir un impact sur ce projet-là en particulier. Je ne sais pas trop. D'accord, bah croisons les doigts alors. On va croire. Alors, moi, je t'ai vu dans Atome. Tu as témoigné un peu sur ton rapport au manga. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment le manga, l'expression japonaise en manga a pu influencer ton travail à toi? En fait, assez peu directement, enfin peu. Dans Atome en particulier, je ne parle pas tellement de l'influence du manga, mais je parle surtout, enfin si on parle du même numéro, mais de toute façon je crois que j'ai dû parler qu'une seule fois dans Atome, enfin écrire un truc une seule fois. Je parle surtout du travail de Matsumoto. Et Taiyo Matsumoto, je ne suis pas un immense lecteur de manga, j'en ai vraiment pas lu des masses, mais il se trouve que quand j'ai découvert assez tardivement son travail d'ailleurs, parce que je l'ai découvert au moment de Samouraï Bambou. C'est-à-dire que par exemple, Amer Béton, Ping Pong, tout ça, c'est des trucs que j'ai lus plus tard. Mais c'est au moment de Samouraï Bambou, moi je me suis pris une immense claque euh, esthétique et narrative. J'étais vraiment stupéfait j'avais l'impression de découvrir, mais comme ça a pu m'arriver et que ça m'arrive encore avec des auteurs ou des autrices franco-belges, par exemple, hein, on va dire européens en tout cas, tout à coup de vraiment trouver une espèce de proximité esthétique et presque sentimentale aussi. Et ce qui fait que, comme j'ai vraiment tendance à être très facilement influencé par ce que je lis, par ce que je vois, dès que je vois quelque part quelqu'un qui crée quelque chose de fort et qui ouvre un espace de liberté, moi je m'y engouffre pour essayer de comprendre sa proposition et ça vient nourrir mon travail beaucoup. Enfin, souvent ça me donne des autorisations. Donc je sais que le travail de Matsumoto, il y a en particulier, disons, cette force qu'il a d'adapter son dessin en fonction du récit, d'essayer de trouver à chaque fois une langue qui soit juste par rapport à ce qu'il raconte. Ça, c'est quelque chose qui m'a influencé. Mais pas que lui, parce que c'est quelque chose que je peux trouver aussi, par exemple, dans le travail de David Prudhomme, alors ceci dit, qui a aussi des liens avec le Japon, mais qui n'est pas vraiment un auteur de manga. Et après, le manga en lui-même, c'est très, très étrange, parce que finalement,
Enfin, très étrange, non, je pense que c'est banal. C'est-à-dire que moi, je prends les mangas, mais comme je prends le comics américain, comme je prends, en fait, comme un tout. Pour moi, je prends tout ça comme vraiment comme de la bande dessinée. Et j'essaie juste simplement de voir à chaque fois, pas tant quelles sont les spécificités géographiques locales, mais plutôt quelles sont les spécificités des auteurs. Qu'est-ce qu'ils nous proposent là qui est vraiment singulier dans leur voix, dans leur ton, dans leur manière de mettre en scène, dans le dessin. Mais je pourrais assez mal en parler sur le manga en général parce que sincèrement, tu vois, à part 20th Century Boy ou des choses très très classiques finalement que j'ai lues, ou enfin, et voilà, tu vois, j'arrive même pas à en citer plus que deux, mais alors bon, après, j'en ai quand même lu plus que ça, mais ou même des trucs hyper classiques comme Tezuka et tout ça, en fait, euh, c'est des lectures adultes, d'abord, c'est pas des lectures fondatrices de mon travail, c'est des lectures adultes et qui sont vraiment venues juste nourrir mon travail, mais de la même manière que à peu près n'importe quelle de mes lectures, en fait. D'accord. Du coup, on sait que peut-être on te retrouvera avec un mangaka à un moment, on croise les doigts. Sinon, quels sont tes projets à venir en bande dessinée, si tu en as? Ouais, alors là, j'ai presque fini, pas tout à fait, mais j'ai presque fini le scénario d'un prochain bouquin qui sortira chez Airlips. Ça s'appelle Brûlé, pour l'instant, mais je pense que ça va être le titre définitif. Et pour le coup, enfin, je dis pour le coup, je pense que ça va être un livre très politique, pour le coup. Mais politique, encore plus délibérément politique, ouvertement politique, on va dire, que dans l'âge d'or. Mais dans une fiction. Et sans doute, j'espère en tout cas, j'aimerais bien, un livre plus énervé que d'habitude. En général, moi je fais des livres assez, j'allais dire mou du genou, non mais je sais pas, il y a, c'est rare que j'assume la conflictualité, y compris dans la fiction. Enfin, et en particulier dans la fiction. Et là, je suis plutôt allé dans des zones de tension dans la fiction, dans les situations, dans les personnages, essayer d'aller au bout. Alors, c'est pas évidemment, c'est moi qui parle parce que je suis l'auteur, mais après, bon, c'est une fiction, hein, c'est-à-dire c'est des personnages, ils parlent, ils ont des buts, des objectifs, des personnalités, et je joue avec ça, mais en allant quand même du côté de ce qui est dur, de ce qui est assez âpre. Voilà. D'accord. C'est une façon de peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, en quelque sorte? Ouais, après, modestement, hein, parce que c'est plutôt, disons, une façon. Enfin, j'aimerais bien que ce livre-là, mais parmi 10 milliards d'autres choses, participe un tout petit peu, disons, de la mise à jour de certaines tensions. J'aimerais bien. Mais c'est surtout, là, c'est très personnel. C'est l'occasion d'essayer d'aller plus loin dans mon propre travail, y compris, par exemple, d'aller explorer des choses plus dures auxquelles je ne me suis pas encore véritablement confronté. Essayer de sortir de soi, de soi-même, tu sais, des trucs qui sont un peu plus énervés, un peu plus radical, un peu plus tendu, un peu plus, comment dire, un peu moins rond, quoi, voilà. Et d'essayer de voir comment, si j'ai l'impression d'avoir ces choses-là en moi à dire, mais d'une manière artistique, hein, tu vois, c'est comment, oh, très bien, essayons d'utiliser cette matière pour la mettre devant moi et pour en faire un livre. Donc j'ai l'impression que c'est quand même, c'est d'abord pour moi que je le fais, le livre, mais comme à chaque fois, c'est parce que c'est l'occasion de parler de sujets qui m'importent. Et après, si ça participe un tout petit peu à faire penser les gens, tant mieux, j'en serais très content. Donc, j'imagine que tu sais pas encore quand est-ce qu'il sortira. Non, non, je sais pas. J'aimerais bien réussir. Non, c'est comme à chaque fois, j'aimerais bien le faire Mm. vite, Euh, mais, mais je pense que j'en ai sans doute pour au moins un an et demi de travail, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Ok. Bon, et ben en tout cas, lisez l'âge d'or. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais vraiment, lisez-le. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, Elise, c'était un plaisir. Et puis, du coup, et ben, je rends l'antenne et puis je laisse la place à Gauvin. Salut!